Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Iris de Corlieu, qui est la co-directrice de la marketplace du label Emmaüs. Salut Iris, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien. Écoute, je suis très heureux de te recevoir parce que j'ai un lien d'affection, comme beaucoup de Français peut-être. D'ailleurs, je t'ai pas posé cette question en préparant l'entretien, mais avec Emmaüs, qui est présente dans ma vie depuis toujours, et dans la vie de mes parents, puisque ça a été lancé suite à l'appel de l'abbé Pierre il y a plus de 70 ans, il y a 70 ans, assez incroyable. Je fais aussi cet épisode, alors c'est pas pour ça que je le fais, mais c'est un peu dans ce cadre, du podcaston, chers auditrices, chers auditeurs, qui est chaque année, ça se passe un peu plus tôt dans l'année, je crois que c'est en mars. T'as des centaines d'associations à découvrir via des podcasteurs qui donnent un coup de projecteur, et moi ça s'est pas fait cette année, et je me suis dit c'est pas parce que ça s'est pas fait en mars qu'il faut pas le faire plus tard, donc c'était une bonne excuse pour t'inviter, mais comme je le dis, c'est surtout un sujet qui m'intéresse. Emmaüs est dans nos vies depuis toujours. Le label Emmaüs, c'est une partie entre autres e-commerce sur Emmaüs, mais aussi d'autres acteurs dont on va parler aujourd'hui. C'est une marketplace qui recense plus de 2,5 millions de produits pour 180 vendeurs qui sont Emmaüs, la Croix-Rouge, des recycleries, mais tu m'en diras plus tout à l'heure. Mais surtout, je trouve que c'est une bonne occasion de te poser des questions que j'ai jamais posées à personne. À propos d'Emmaüs, de l'histoire d'Emmaüs, de l'économie sociale et solidaire qu'on a essayé de définir tout à l'heure, et puis de comprendre comment est-ce que l'e-commerce s'insère dans tout ça. Bref, ça nous fait un petit programme. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes déjà pour commencer le label Emmaüs ? Le label Emmaüs, c'est une coopérative qui a été montée en 2016, qui a plusieurs activités, un site de vente en ligne, plus précisément une marketplace, sur laquelle plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire vendent. Et c'est également 2 plateformes logistiques, donc c'est une entreprise d'insertion, donc ça permet l'insertion de plein de personnes. Et puis enfin, c'est aussi une école qui fait de la formation, aujourd'hui dans le 93 et demain également à Marseille, et puis on espère dans d'autres villes de France. Et enfin, c'est un fonds de dotation qui nous permet de faire de la solidarité externe sur toujours les thèmes du numérique. Formidable. Et peut-être qu'on remonte d'un cran, ou qu'on refait l'histoire d'ailleurs. 1954, l'appel de l'abbé Pierre, en l'hiver 1954, c'est ça ? C'est ça, exactement. On a fêté l'anniversaire en janvier, fin janvier-février, de l'appel de l'abbé Pierre. Pour ceux qui se souviennent, c'est... je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui écoutent le panier qui ont entendu l'appel, mais admettons. Qui ont entendu l'appel, non. Mais c'est resté assez connu. C'est à la suite de... c'était un hiver extrêmement froid. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts de froid. Et donc, l'abbé Pierre a pris la parole à la radio et a dit... et à appeler les gens à de la solidarité, à se mettre en mouvement pour aller aider tous ces gens. C'est plus possible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de laisser des gens mourir de froid dehors. Et c'est un appel qui est toujours très actuel. Plus que jamais. On n'est plus dans l'après-guerre, on est une société qui est extrêmement développée, on a plein de systèmes d'aide qui existent, et pourtant il n'y a jamais eu autant de gens dans la rue. Donc voilà, donc ça a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement Emmaüs. Donc c'est plein d'initiatives locales en France, mais aussi dans le monde, qui ont émergé. Et donc aujourd'hui, le mouvement Emmaüs, c'est 305 structures, 303, je ne sais plus exactement. Plus de 300 structures, donc indépendantes les unes des autres, qui se sont rassemblées depuis quelques années dans une fédération dont la tête de réseau s'appelle Emmaüs France. Et donc ces structures, elles font un travail local, toutes. Et puis donc Label Emmaüs, on est une de ces structures avec la particularité d'avoir une dimension plus nationale et d'être un outil au service de tous les autres Emmaüs. De tous les autres Emmaüs, donc les 300 et quelques autres Emmaüs. Donc des initiatives indépendantes pendant les
enfin jusqu'à aujourd'hui, mais qui un jour, comment ça s'est passé? Il y avait une guideline, j'utilise des termes d'aujourd'hui, mais oui, parce qu'Emmaüs aujourd'hui, c'est assez, tu vas m'en parler, il y a plusieurs branches, ouais. mais c'est quand même assez codifié. Enfin, il faut une certaine organisation, une certaine. Je sais pas si c'est vraiment codifié. Dis-moi. Il y a une culture, je sais plus comment ils disent ça, souvent les plus anciens dans le mouvement, ils disent qu'on a une culture de construction par la base. La base, c'est les groupes. Et la tête de réseau, elle est arrivée après. Et la tête de réseau, c'est surtout un outil au service de tous les groupes. Il y a des choses à respecter quand on fait partie du mouvement Emmaüs. Il y a des choses statutaires qu'on doit avoir dans nos statuts. Il y a des valeurs qu'on doit partager au sein du mouvement, de solidarité, d'accueil inconditionnel. Mais finalement, tous les groupes ils se rassemblent autour d'une même vision un peu de l'avenir. Pour ceux que ça intéresse, il y a un document qui s'appelle le Manifeste d'Emmaüs et qui du coup rassemble un peu ces grandes idées et notre vision d'un monde plus solidaire qui résonne bien aussi dans les circonstances actuelles. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des guidelines vraiment. Il y a cette volonté de travailler ensemble et c'est ça qui a poussé à se rassembler et à vraiment donner une cohérence globale, quoi. Et quelqu'un peut ouvrir un Emmaüs demain? Il y a des nouveaux Emmaüs. Un centre, parce que non, en fait, je dis un Emmaüs. Mais avec ma vision un peu candide d'Emmaüs, moi je vois le Emmaüs Défi, où oui. Défi est un type de point de vente et de réinsertion. Non, Emmaüs Défi, c'est une structure qui est dans le 19e. Ah oui, d'accord, c'est le nom de... C'est le nom de cette association-là. Ok. Et quelqu'un qui voudrait ouvrir une nouvelle branche, être un nouvel adhérent d'Emmaüs, comment est-ce qu'il ferait demain ? Il y a des nouveaux adhérents régulièrement. Alors, c'est principalement des associations qui sont déjà montées. Qui rejoignent le mouvement. Okay. Ou qui sont en cours de montage. Il y a toute une série de choses à faire pour devenir adhérent. Il y a une demande de probation. Ensuite, on est en probation pendant un certain nombre d'années. Il y a un audit qui est fait de la structure. Ça peut être 2 ans, 3 ans, ça dépend. Et il y a un audit qui est fait de la structure à la fin de cette probation. Pendant toute la probation, ils sont accompagnés aussi par des structures qui les parrainent, donc qui les accompagnent et qui les aident à développer leur structure dans les valeurs du mouvement. Et donc, il n'y a pas énormément de nouveaux groupes externes qui nous rejoignent, mais il y en a toujours. Là, on avait l'Assemblée Générale la semaine dernière et il y a des nouvelles structures qui nous ont rejoints à cette occasion. Il y a 2 principes importants chez Emmaüs, l'activité solidaire et puis la solidarité en externe. Tu peux m'en dire un peu plus ? Oui. Chez Emmaüs, l'abbé Pierre, il avait dit une phrase à un des premiers compagnons, c'était « Viens m'aider à aider ». Et donc, c'était une personne qui sortait de prison, qui avait plus trop de sens à sa vie. Et donc, il lui a dit, viens, en gros, je t'héberge, tu vis avec nous. Et ensemble, on va aider les autres. C'est un peu ça, le principe, c'est que on a une activité solidaire de par notre statut associatif, le fait qu'on accueille des gens, etc. Mais toujours dans une logique, dès que c'est possible, d'aider aussi d'autres associations en externe. On ne marche pas en circuit fermé, on est vraiment, on vit dans un écosystème et donc on aide les autres aussi. Ok, intéressant. 3 grandes branches chez Emmaüs ? Il y a 3 grands types de structures chez Emmaüs. Il y a ce qu'on appelle les communautés. C'est les structures les plus connues, c'est un peu les structures historiques. Les premiers Emmaüs, c'était des communautés. Donc c'est des lieux de vie. Les personnes, elles viennent pour une journée ou toute la vie. Il n'y a pas de règle. C'est un accueil inconditionnel. Donc, tu toques à la porte et s'il y a une place disponible, tu peux t'installer et tu participes à l'activité solidaire du lieu. C'était beaucoup de ce qu'on va appeler des marginaux qui vivaient dans ces endroits. Et en fait, c'est beaucoup de gens qui aujourd'hui ne trouvent pas leur place dans la société actuelle et donc on aura toujours une place pour eux chez Emmaüs.
Et dans la deuxième branche, c'est de l'action sociale et du pardon, logement. tu voyais mon regard, toujours une place pour eux. Oui. Il m'est arrivé de faire des maraudes. J'ai l'impression que c'est parfois un peu compliqué de trouver de la place. Vous faites partie de l'une des structures où on peut trouver de la place pour la nuit ou pour vivre, ou c'est à la nuit, c'est pour du long terme. Quel est le... C'est pour du long terme. Les communautés, c'est pour du long terme, sauf si t'as pas envie de rester en fait. Oui, personne te fait, j'imagine. Voilà. C'est pas une prison. C'est pas une prison. Il y a des compagnons qui tournent dans toute la France et qui donc dorment dans des communautés différentes régulièrement. Il y a des chambres qu'on appelle des chambres de passage. Qu'est-ce que t'appelles le compagnon? C'est quelqu'un qui compagnon, travaille, c'est quelqu'un qui vit dans une communauté. Ok. Donc qui participe à l'activité solidaire de la communauté et qui dort là, qui vit là, quoi. Et donc il y a les compagnons et les compagnes. Et les compagnons et les... Et les compagnes, pour les femmes. Oui, pardon, j'étais en train de me dire compagnonne, non, ça se dit pas. On parle de combien de personnes? J'ai pas le chiffre exact en tête. Et tu as une idée du nombre de centres, nombre de communautés? Il y a, il me semble qu'il y a un peu plus de 100 communautés. Donc on parle de milliers de personnes qui vivent dans les communautés. Et de compagnes. Ouais, il y a entre eux, parfois il peut y avoir des communautés où ils sont 8, et parfois il y a des communautés où ils sont 50 ou plus. Ok. Et c'est le rôle des compagnons ou des compagnes de faire vivre le lieu. Il est presque en autonomie. C'est une association, donc il y a un conseil d'administration, et souvent il y a un directeur ou une directrice. Il peut y avoir des travailleurs sociaux aussi qui travaillent là, donc une assistante sociale ou quelque chose comme ça dépend. Pour assurer la gestion du lieu. Ouais. Oui, j'imagine que des personnes en plus en précarité, potentiellement, il faut accompagner. Oui. Là, il y a un bon accompagnement à faire sur l'accès aux droits, sur la santé des personnes qui viennent de la rue. Il y a aussi besoin de les aider parfois à reprendre soin d'eux. Et ça peut faire le lien avec la deuxième branche dont tu parlais sur l'action sociale et le logement. Tu disais qu'on manque de place. Les communautés, il n'y en a pas des millions. Effectivement, les places sont... parfois, on peut dire cher, parce qu'on ne met pas les gens dehors pour accueillir des nouvelles personnes. Donc, Mais on pousse à... Pousser, c'est pas le terme. On encourage, on essaye de... sortir d'une communauté, j'imagine que ça veut dire si on y arrive, c'est une réinsertion aussi dans le... Oui, mais les communautés, c'est pas des lieux d'insertion. Ça n'a pas été conçu comme ça. C'est un lieu de vie. Compris. Si tu veux sortir, on t'aide à en sortir. Si tu veux rester, tu restes. En fait... Les places sont vraiment chères alors. Ouais, mais surtout aujourd'hui, où j'ai l'impression que... Pardon. Macron avait fait une promesse, plus personne dans la rue, on n'a jamais vu autant, j'ai l'impression. Mais... Oui, il avait dit plus d'enfants, et il y en a jamais eu autant, je crois. D'après le rapport de la Fondation l'Abbé Pierre, c'est dramatique ce qui se passe. En fait, les communautés, c'est une solution peu conventionnelle. C'est pas financé par l'État, c'est pour les personnes qui rentrent pas aussi parfois dans les dispositifs proposés. T'as des gens qui ne se réinséreront, si on peut dire, ou ne s'inséreront jamais dans la société classique. Parce que c'est un modèle qui leur convient pas, qu'ils trouveront pas leur place là-dedans. Et donc, ces personnes, il faut bien qu'elles vivent quelque part. Donc, pour moi, les communautés, c'est des lieux pour eux. C'est des lieux pour les personnes qui n'ont pas de place ailleurs. La deuxième branche, c'est l'action sociale et le logement. Exactement. Du coup, là, on va parler c'est plus conventionnel, on va dire. C'est action sociale et logement, ça va être tout ce qui est accueil de jour, CHRS, CHU, donc les centres d'hébergement. Donc, eux, c'est des solutions transitoires la plupart du temps. L'objectif, c'est que les gens, justement, retrouvent un logement durable derrière. C'est du dépannage plus ou moins long en fonction des profils et des dispositifs. C'est financé par l'État principalement. Ils n'ont pas d'activité économique, les groupes de cette branche. Et c'est
principalement des sans-abri, des personnes en parcours de migration. Dans cette branche, il y a notamment un CADA, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Voilà, c'est ce genre d'activité. Il y a aussi un groupe un peu particulier qui s'appelle Emmaüs Connect, qui fait de la lutte contre la fracture numérique. Donc, ça, c'est dans Action sociale et logement. Oui, okay. Ils n'ont pas d'activité économique non plus. Ils aident notamment pour l'accès aux droits. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible, si tu ne sais pas te servir d'un ordinateur, de savoir ce à quoi tu as droit. De savoir à quoi tu as droit, et puis de faire les demandes. Donc, eux, ils aident à ça. Ok. Et dernière branche, insertion et activité économique. Oui. Donc cette dernière branche, elle regroupe ce qu'on appelle les comités d'amis. Les comités d'amis, c'est des groupes de bénévoles qui se rassemblent, qui collectent des objets, qui les revendent, et grâce aux produits de la vente, qui font de la solidarité en externe. Donc c'est des groupes de bénévoles. Et les autres structures de cette branche, c'est des structures d'insertion par l'activité économique. Donc c'est des structures qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi de construire un parcours pour se rapprocher vers un emploi. Ça veut dire quoi, éloignées de l'emploi ? C'est des gens qui n'ont pas travaillé depuis plus de 2 ans ou qui n'ont jamais travaillé parfois. Ok. Et donc l'objectif, c'est de les réinsérer dans un quotidien, dans des rituels pour les rapprocher d'une situation plus... Tu lèves les freins à l'emploi. Il peut y en avoir plein. Peut y avoir des freins, on va dire les plus faciles, c'est le manque de formation par exemple. Donc là, on va les accompagner vers des formations, trouver la bonne formation pour eux. Tu as des freins plus difficiles qui peuvent être les addictions ou le logement. Dans ce cas-là, il faut les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient un logement ou qu'ils aient plus d'addiction. Et puis tu as des freins un peu cachés, on va dire, c'est que aujourd'hui, pour travailler dans une entreprise, il faut savoir respecter certains codes de vie en entreprise, savoir respecter des horaires. C'est tout ce que en langage anglais maintenant on appelle soft skills. Ouais. Voilà. Les gens qu'on accueille, ils n'ont souvent pas les soft skills. Donc il y a tout cet accompagnement à... En gros, on leur remet remettre le pied à l'étrier, se remettre dans une dynamique de je me lève tous les matins, je vais au travail. Et... Ok. Hyper intéressant. Donc ce sont un peu plus de 300 structures indépendantes qui sont la plupart du temps des associations. Mais Emmaüs France est une association, est une association aussi. Une association aussi. Tout ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On l'a abordé tout à l'heure rapidement en préparant l'entretien, mais qui définit aussi la manière dont sont gérées ce type de structure, parce qu'il n'y a pas que des associations, il y a... Ça va me rester un jour, mais aussi des sociétés des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, bref. Il y a aussi un peu ce principe de gouvernance et d'emploi. Et de partage de richesses. Dis-moi en plus. C'est plein de principes différents, mais déjà il y a un principe de non-enrichissement personnel. Et donc après c'est des manières différentes de faire de l'économie. Nous par exemple, donc on est une coopérative, donc toutes les parties prenantes de notre activité peuvent prendre des parts de l'activité et donc avoir un pouvoir de décision sur les directions qui sont prises par la structure. Donc chez nous les salariés ont des parts sociales, les clients peuvent acheter des parts sociales, les vendeurs, donc les 180 vendeurs dont on parlait tout à l'heure, ils ont des parts sociales. Sur Label Emmaüs. Et donc on vote en AG, on est lié à un conseil de surveillance. Et puis il y a un principe de un humain, une voix. Donc, Iris sourit parce que tout à l'heure tu m'as dit un homme une voix, avec un grand H. Je lui dis bon, donc un humain une voix. Un humain une voix et peu importe le nombre de parts que tu as prises. C'est pas parce que tu es plus riche que tu as plus de pouvoir que les autres. En gros, c'est un peu ça l'idée. Compris. Et après, redistribution des richesses, j'ajouterais juste cette partie. On est très attaché à avoir un écart de salaire entre les plus hauts et les plus bas qui soit pas trop élevé. Plus on fait de chiffre d'affaires, si on augmente les plus hauts salaires, on augmente aussi les plus bas pour garder un écart qui soit faible. Aujourd'hui, chez Label Emmaüs, on a un écart de 3 et quelques entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut de la direction.
Donc c'est des tout petits écarts de salaire. Ce qui est louable, mais en gros, j'imagine qu'il y a des SMIC. Ouais. Oui, ok, donc les plus gros salaires sont pas... Pas très élevés, mais si un jour on peut augmenter les plus hauts salaires, on augmentera les plus bas aussi. Ce ratio de 3, c'est ça le cadre? Il doit pas y avoir... Ou c'est un fait? Ça, c'est... Nous, dans notre cadre, je crois qu'on s'est mis 1 à 5. Ok. Il me semble que c'est ça, 1 à 5. Et pour nos vendeurs, on a imposé aussi le cadre, mais là j'aurais peur de dire une bêtise, je sais plus si c'est 1 à 5 ou 1 à 6, quelque chose comme ça. Mais donc c'est des valeurs qu'on essaye aussi de partager avec les gens avec qui on travaille. Avant de refermer la parenthèse Emmaüs, moi Emmaüs je le connais comme l'endroit où je dépose éventuellement des meubles, des fringues qui méritent, qui peuvent avoir une seconde vie, ou c'est l'endroit où je vais acheter meubles, livres, voilà. Mais en fait j'avais pas conscience qu'il y avait autant d'autres activités derrière. Tu m'as parlé de 3 branches: communauté, action sociale et logement, insertion et activité économique. Ces fameux points de collecte et de vente, ils s'insèrent dans laquelle ou lesquelles de ces branches? Il y a les communautés qui ont une activité de réemploi et les comités d'amis. Donc c'est la première branche dont j'ai parlé et la dernière. La première et la dernière. Tu dis activité de réemploi? Oui, ça s'appelle du réemploi. Ok. C'est la définition de l'ADEME. On prend un objet, on le réemploie, on lui donne un nouveau job. Un nouveau job. Emmaüs est autofinancé? Pas tout. Okay. Ça dépend. Donc il y a quand même besoin de dons du grand public ou des collectivités ou des entreprises. L'État participe? L'État participe sur les dispositifs comme l'insertion. Une partie du salaire des personnes accueillies en insertion est financée par l'État. Ok. Dans la branche action sociale et logement, comme c'est une sorte de mandat de l'État, il subventionne aussi les places des personnes accueillies. Compris. On est sur le panier. Sur le panier, d'habitude, on parle de e-commerce, de retail, d'omnicanalité, de plein de choses. Parle-moi de Label Emmaüs. Ça se lance en 2016, mais dans quel cadre et pourquoi? J'ai pas donné l'adresse, j'aurais dû le faire dès le début. De toute façon, vous l'avez déjà trouvé sur Google ou dans l'inscription de l'épisode, mais c'est label-emmaüs.co. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Très bien. Emmaüs avec 2 M, évidemment. Exactement. Donc Label Emmaüs, ça s'est lancé en 2016. Il y avait un développement, un essor du digital globalement, et du coup un besoin pour Emmaüs d'être visible aussi en ligne, de rendre ses activités visibles en ligne. Faut savoir que chez Emmaüs, on a beaucoup de bénévoles qui commençaient à être de plus en plus vieux. Les publics qui venaient aussi dans les structures étaient de plus en plus âgés, parce que c'était, comme tu dis, c'était vos parents, les grands-parents, et donc fallait que les nouvelles générations connaissent aussi, et donc les nouvelles générations, elles sont aussi en ligne, et donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait, un besoin de visibilité, et puis ensuite on s'est dit c'est l'opportunité de développer des nouvelles compétences pour les personnes qui sont accueillies dans les différentes structures, de montrer qu'on peut faire du e-commerce avec d'autres personnes que des personnes qui ont fait des grandes écoles d'ingénieur ou de commerce. Et du coup, voilà, en 2017, fin 2017, on a lancé la marketplace. Donc c'est le premier projet de Label Emmaüs, ouais. Qui s'inscrit en plus dans une période sociétale où on parle de plus en plus de réemploi et de donner des cycles de vie, le terme m'échappe, d'économie circulaire. D'économie circulaire, merci. Je faisais vous le voyez pas, sauf si vous regardez la vidéo sur YouTube, mais je suis en train de faire des cercles avec mes doigts depuis tout à l'heure. Et 2, c'est l'essor absolu. Enfin, Le Bon Coin, c'est pas tout neuf, mais ça date un peu, mais ça explose. Vinted, c'est l'essor de ces plateformes qui permettent en plus de donner une seconde vie pour des particuliers à leurs objets. Donc c'est le parfait moment, je veux dire. Oui, c'est le parfait moment, et c'est vraiment une nécessité de le faire. On en a besoin. Il y a plein d'acteurs effectivement privés qui se lancent sur le secteur de la seconde main, et ça réduit le nombre de dons ou la qualité.
Tu parlais des plateformes de revente entre particuliers. C'est chouette sur plein d'aspects parce que ça démocratise aussi, ça participe à démocratiser la seconde main. Parfois, ça fait que les gens oublient qu'ils peuvent donner et donc ou donnent ce qu'ils peuvent pas vendre. Donc, ça laisse un peu moins de place au don. On a perdu un peu la valeur du don. Et donc, c'est important d'être visible dans ce contexte-là. Et la plateforme qu'on a montée, elle nous permet ça. Donc, premier projet, la Marketplace, lancé en 2017. Ouais. Aujourd'hui, c'est 180 vendeurs. Hein. Oui. Pro, pardon, pas particulier. Oui, on peut les appeler des petits pros. Mais oui, ils sont extrêmement professionnels. Voilà. Ils sont extrêmement professionnels, mais c'est pas des particuliers. C'est qui, les 180 vendeurs ? Il y a plein d'associations différentes. Il y a une 60aine d'Emmaüs. Et puis après, il y a des ressourceries, des recycleries du réseau national des ressourceries ou des indépendants, enfin des ressourceries indépendantes. Et puis après, on travaille avec d'autres réseaux de l'économie sociale et solidaire, d'autres réseaux associatifs comme Croix-Rouge Insertion, ce genre de réseau, un réseau qui s'appelle Tissons la solidarité aussi. Voilà, plein de réseaux différents. Et aujourd'hui, c'est 2 500 000 produits en ligne. Exactement, 2 500 000 produits et 95% sont des livres. Donc si vous avez envie de lire, n'hésitez pas à aller voir sur Label si ça y est avant d'aller sur Amazon. Label-emmaüs.co. Comme c'est une marketplace, quelle techno ? On est sur Iceberg. Et après, on a un front custom et on a développé une surcouche aussi custom pour le back-office parce que comme on travaille avec des personnes particulières, il fallait qu'on rende le back-office très accessible. Des personnes particulières. En fait, c'est des personnes qui sont en parcours d'insertion dans un Emmaüs local. Comme c'est une marketplace, doivent pouvoir mettre en ligne des produits qu'ils ont en magasin, on dit pas magasin, en point de vente, en magasin, très bien. Ouais. Mais donc c'est pas effectivement à la portée de tout le monde de créer une fiche produit. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ce soit à la portée de tout le monde. Donc on a développé sur nos outils, on fait par exemple en sorte qu'ils soient accessibles, donc avec des caractères qui soient suffisamment gros, ce genre de choses. Après, on a il y a un peu plus d'1 an, par exemple, on avait des problèmes sur... c'était pas forcément accessible aux personnes qui parlaient pas très bien français de créer des annonces. Donc on s'est branché avec ChatGPT, parce que c'est très à la mode, pour pouvoir générer des descriptions. Et donc les personnes, elles ont plus qu'à amender un peu les descriptions. Donc ça permettait de le rendre plus accessible à certaines personnes qui avaient du mal à rédiger des paragraphes entiers. C'est hyper intéressant. Donc il y a des personnes en parcours d'insertion potentiellement qui ont utilisé ChatGPT avant moi, avant nous. C'est possible. Tu l'as dit quoi, il y a 1 an et demi ? C'était non, c'était pas encore sorti web. Non, c'était il y a 1 an. Ok. Ouais. Hyper intéressant. Et donc on s'est branché à ça. Donc ça, c'est une surcouche qui vous permet de gérer ce back-end. Sur la création d'annonces en gros. Sur la création pour chacun des 180 revendeurs de la plateforme. Oui. Ok. Donc voilà. Et donc écrire un article ou une description produit, c'est une chose. Définir un prix, j'imagine que dans chaque point de vente, ça c'est une logique que vous avez déjà depuis des décennies. Les packshots, c'est un enjeu aussi, non ? Ouais, on a aujourd'hui très peu de vendeurs qui ont des packshots. Je crois qu'on en a 2. Je suis tombé sur la page d'accueil où il n'y a que des produits, enfin que des photos de produits, donc ok. Donc la qualité des photos est encore variable. Les packshots, ça coûte cher. Il n'y a pas forcément énormément de structures avec qui on travaille qui pourront s'en équiper. Tu connais l'application Photoroom ? Ouais, et ça va bientôt être implémenté sur le site. Pour les revendeurs ? Pour les revendeurs. En gros, quand ils vont prendre en photo leur annonce et qu'ils vont l'uploader sur le site, la première photo de chaque annonce sera recroppée via Photoroom. Gratuitement ? Pardon, Photoroom Oui, ils nous ont fait un prix. Il faut que ce soit gratuit. Très avantageux. Très avantageux. Oui, on peut l'appeler. Hein, alors, chers auditrices, chers auditeurs, Photoroom est passé sur le panier pour me raconter un peu son histoire assez incroyable. Photoroom, comme plein d'autres outils qui aident les commerçants à vendre mieux et plus efficacement, vous permet de prendre une photo
d'un objet, ou 2 ou 3, et on arrive à très facilement le détourer, créer un fond unique parce que c'est créé par de l'IA, faire de la vidéo aussi, et c'est une application qui cartonne et qui aurait pu vous offrir gratuitement l'accès à l'application. Il nous offre un bon volume. Un très bon volume, ok, ouais. Formidable. Si on devient très très gros, au bout d'un moment, faudra qu'on paye. Faudra payer un peu, ok. Et donc ça va être implémenté dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. On a un petit embouteillage là, côté tech en ce moment, mais dès que l'embouteillage est fini, on implémente ça. L'épisode sort le 12 juillet, tu crois que ce sera sorti à ce moment-là ? C'est possible. C'est possible. Tiens, ça peut être un objectif. Allez. Pour le 12 juillet. Eh bien, chers auditrices, chers auditeurs, depuis aujourd'hui, donc un back-end sur mesure facilement accessible, compréhensible pour les 180 revendeurs qui puissent facilement mettre des produits en ligne, des packshots depuis aujourd'hui fait sur Photoroom, mais en tout cas fait comme on le peut sur les plateformes. Ça part sur Iceberg, qui est cette marketplace que vous utilisez, qui est une des marketplaces françaises sur étagère. Le front, tu m'as dit, est fait sur mesure. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Ouais. En interne ou avec une... C'est custom. Donc c'est Label Emmaüs. Oui. Ok. C'est les développeurs dans mon équipe qui font ça. Les développeurs dans ton équipe qui font ça, qui ont été formés chez vous. Qui ont été formés chez nous. On y viendra après, pardon, ouais. mais parmi les actions, le quatrième projet, troisième projet, je ne sais plus dans quel sens je les ai notés, mais c'est de la formation, une école, c'est le projet 3. Non, ils ne sont pas été formés. On ne forme pas de développeurs, mais on en parlera tout à l'heure. Une fois que la fiche produit a été créée, Emmaüs Riquet, Emmaüs Défi, on va parler de mon Emmaüs à moi, et que le produit est vendu. Il y a tout un enjeu ensuite de logistique, de suivi, de SAV, le cas échéant. Là aussi, il a fallu former les revendeurs. Oui, on a une équipe qu'on appelle l'accompagnement vendeur. C'est une équipe de personnes dédiées qui, au quotidien, accompagnent les vendeurs sur la gestion de l'activité. On a un parcours de formation quand une structure décide de vendre en ligne. Elle a une série de formations donc, à toutes les étapes de la vente en ligne. Donc création de fiches produits, gestion des commandes, colisage, expédition et puis gestion SAV. Il y a aussi une formation sur la compta parce qu'il y a des réglementations comptables aussi liées au e-commerce. Évidemment. Donc, et tout ça est fait chez le revendeur. Alors, on a des formations en ligne. On a des Oui, mais pardon, oui. La préparation, l'envoi, le colisage... Tout est fait chez eux. Tout est fait chez eux. C'est un métier qui est nouveau quand même quand tu leur apportes ça en 2017. Oui. C'était... Nouveau pour eux, pardon. Ça paraissait très loin. Et ça paraît encore très loin pour beaucoup d'Emmaüs même pas de caisse automatique et qui écrivent sur des petits papiers pour enregistrer. Tout ça, ça paraît être des outils très compliqués. Et donc nous, notre mission, c'est de leur montrer que c'est accessible, les former pour que ce soit facile et puis que du coup, après, ça permette à plein de gens dans les structures d'acquérir des nouvelles compétences. Ok. On les forme aussi à communication sur leur boutique. J'imagine qu'il y a du turnover chez ces points de vente, chez ces revendeurs. Donc ça veut dire des formations régulières, des revues régulières. Oui, il y a des formations qui sont organisées à peu près tous les mois, tous les 2 mois. Et donc les vendeurs peuvent se réinscrire si jamais il y a eu un changement d'équipe ou qu'ils ont besoin de se reformer sur un sujet. Tu as déjà des exemples de personnes qui étaient en parcours de réinsertion dans un centre Emmaüs et qui, par leur expérience via label Emmaüs de préparation de produits, colisage, ont trouvé un emploi ailleurs, dans le privé, j'ai envie de dire. Il y en a plein. Il y a aussi des très belles histoires de personnes qui étaient en parcours d'insertion dans les structures et qui ont été pérennisées en CDI. Pour gérer cette activité parce qu'ils y arrivaient bien et que du coup on a décidé de créer un poste dédié. Alors, ça c'est aussi des belles aventures. Question à nouveau candide, mais si t'es pas en CDI, t'es en quoi? T'es en CDDI, ça s'appelle. Un CDDI? Ouais, c'est des contrats à durée déterminée d'insertion, je crois. D'insertion, je sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme. Je sais juste que ça s'appelle CDDI. Et donc c'est des quand t'es en insertion, t'as un contrat maximum de 2 ans. Ok. Mais on fait souvent des petits contrats. Donc voilà, ça j'allais dire ça à quelqu'un qui est en parcours de réinsertion et qui est très éloigné de l'emploi. C'est comme ça qu'on dit. Faire un CDD, c'est peut-être compliqué. Tu as des contrats aussi à la journée, à la semaine, ou est-ce que tu as... tu sais, il y a ça aux États-Unis, je crois, je sais pas si ça existe en France, mais le job du jour, tu fais la queue le matin et si on t'embauche à la journée.
Oui, enfin, c'est pas exactement comme aux États-Unis, mais oui, il y a différentes formes de structures d'insertion. Donc nous, on est une entreprise d'insertion, donc on a des contrats de 35 heures et on fait des contrats 3 à 6 mois, renouvelables à chaque fois. Et il y a des chantiers d'insertion qui peuvent faire ce qu'on appelle le dispositif premières heures. Et donc tu parlais d'Emmaüs Défi, par exemple, ils ont un dispositif premières heures en chantier. Et donc là, c'est pour des personnes à la rue. Et donc, c'est des... je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais c'est ça, c'est des contrats presque à la journée. Donc, tu viens le matin et s'il y a de la place et qu'on a besoin d'aide, on peut t'embaucher à la journée. C'est ça. Chantier d'insertion ? Non, comment t'appelles ça ? Atelier chantier d'insertion. Atelier chantier d'insertion. Ok. Et c'est un dispositif qui s'appelle premières heures en chantier. Ok. Et que Emmaüs a dans ses centres, mais vous n'avez pas. Vous êtes entreprise d'insertion, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Entreprise d'insertion, c'est ça, versus chantier d'insertion, je l'avais noté. Ils reçoivent des produits, ils le reconditionnent, ou en tout cas, on le met bien. On fait une fiche produit. En plus de le mettre en magasin, tu as aussi un enjeu qui est quand même intéressant, c'est la gestion des stocks, parce que parfois il peut se vendre dans le magasin, et puis donc il faut bien penser à le supprimer. Donc vous avez unifié les systèmes d'information. Est-ce qu'il y a un système d'information ? On a l'omnicanalité chez Emmaüs, c'est pas Je peux comprendre, très facile, ouais. parce qu'il faut savoir que dans la plupart des structures, il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas de gestion des stocks à proprement parler. On reçoit le canapé et on le met dans l'espace de vente. Exactement. Et puis il est vendu et il passe à la caisse et puis c'est fini. Il n'y a aucun système d'information qui gère les stocks. À la limite, dans certaines structures, on va compter à la tonne. Donc, quand les choses arrivent, on les pèse et on enregistre. Ce matin et il y en a 200 qui sont sortis. On gère aussi beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de choses qu'on ne réemploie pas et donc qui partent directement, qu'on trie et puis qu'on envoie au recyclage par filière. Mais donc, il y a une notion de gérer des tonnes. Ce n'est pas tellement à l'objet encore. Donc là, ça commence à se faire un peu. On a des outils qui s'appellent... il y a notamment un outil qui s'appelle GDR. Il y a un outil qui s'appelle TF Shop qui sont spécialisés pour les recycleries, ressourceries sur la traçabilité à l'objet. Et donc, ces outils-là, on a créé des API pour les connecter avec notre outil pour que ça crée des codes barres que tu colles sur l'objet. Si l'objet est vendu en magasin, ça le déstocke en ligne. Mais on se parle aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être 3-4 structures qui l'utilisent. Sur les 180 ? Sur les 180, peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que c'est quand même un enjeu. Je n'avais pas réfléchi à ça tout à l'heure quand je te posais la question. Mais vous êtes... Alors, j'adore ce principe. Je l'avais vu avec Smala. Je ne sais pas si tu connais aussi, mais c'est une... Bon, qui, à l'époque, je crois, avait 80 ou 90 000 produits. Et presque la majorité était unique. Parce que c'est des... Donc, Smala, pardon. .co, je peux dire de bêtises. Smala.com, tout simplement. C'est donc des vêtements pour enfants et bébés d'occasion. Qu'on donne ou que eux viennent récupérer, mais si vous avez un vestiaire d'enfants, chers auditeurs, chères auditrices, vous savez que c'est des objets uniques. Donc c'est zéro profondeur de gamme, zéro largeur de gamme, et sur les 80 000 pièces, il y en a peut-être 75 000 qui étaient uniques. Vous avez le même enjeu. Exactement. Donc nous, on a, en plus, avec un sujet de suivi de stock qui est pas évident. Ouais. Donc la plupart des structures, elles travaillent sur des stocks dédiés. Mais donc ça limite aussi la quantité d'objets qu'elles peuvent mettre en ligne, parce qu'avoir un espace de stockage en plus de ton magasin, etc., pour les structures, c'est pas évident. Et donc, y a un enjeu de rotation des stocks, par exemple. Donc on a des systèmes de braderie régulièrement. Comme c'est le cas actuellement. Actuellement, au moment où on enregistre, ce sera plus qu'à le 12 juillet. Le 12 juillet, qu'est-ce qu'on aura ? On aura bientôt une opération frais de port sur la fripe. Lancement en 2017, vous avez eu... Comment s'est passé le Covid pour vous ? Quels effets, sur le... Très particulier, parce que c'était un peu deux niveaux différents. On a dû gérer à la fois les entrepôts, où du coup on avait des personnes en insertion, et donc est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on ferme pas, comment on fait venir les gens. On a mis en place des rotations de minibus, du covoiturage entre les salariés, parce que parfois pour certains salariés en insertion, rester chez eux pendant aussi longtemps, c'est aussi extrêmement difficile. Quand ils ont un chez eux. Nous, on a surtout des gens qui ont un chez eux. Mais pour ceux qui n'ont pas de chez eux. Les centres Emmaüs, c'était compliqué. Les communautés, c'est des lieux de vie, donc ils habitent là. Et du coup, ils ont l'activité solidaire là. Les magasins étaient fermés.
Donc ça a plutôt favorisé le fait de se mettre à la vente en ligne, parce qu'il fallait occuper les compagnies et compagnons, parce que rester toute la journée à tourner en rond, ça dans peut des être magasins long. vides, ouais. Et puis en plus, les gens continuent de vivre là, il n'y a plus d'activité économique, donc comment tu fais tourner la communauté? Donc il y en a qui avaient un peu de réserve, mais bon, c'était long quand même le Covid et on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir. Il y en donc, a qui ont dû se sentir bien seuls ces quelques mois. C'était extrêmement dur. Et du coup, plus. sur la partie vente en ligne, on était encore plus pertinent. Donc en fait, on a lancé beaucoup de groupes à ce moment-là, beaucoup de nouveaux vendeurs. On a notre activité, on a fait plus 120%, je crois, d'activité cette année-là. Plus que doublé cette année-là. Ouais. Le produit arrive, il est reconditionné ou en tout cas rendu présentable, fiche produit, mise en ligne, vente, envoi, colisage et shipping depuis le magasin, avec des formations pour leur apprendre à le faire et leur rappeler comment faire régulièrement ou apprendre aux nouveaux qui arrivent. Quelques années plus tard, on est en 2023, vous faites, enfin l'année dernière en 2023, panier moyen de 33 €. Je sais pas quoi en penser, mais tu me diras quoi en penser. Un taux de transfo qui est en croissance permanente. Là, vous êtes à un 16, c'est ça? Est-ce que oui. c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, je crois? Oui, c'est ça. Enfin, là, actuellement, on est plus autour de un 20-30. Un 20-30. Et comment tu le fais croître? De plein de manières différentes, mais notamment on travaille sur notre moteur de recherche, on travaille sur le parcours client, on a recruté une designeuse UX/UI l'année dernière, donc on a fait pas mal d'évolutions sur ces points-là. Et puis on a une nouvelle stratégie aussi, enfin nouvelle, qui va paraître très simple à tout le monde, mais on a une gamme de produits qui est très très large et Emmaüs n'est pas connu pour les produits que nous on a en ligne. Qui sont principalement par exemple du livre. Et donc par contre il y a des gens qui cherchent les produits qu'on a, donc on fait moins d'efforts sur la marque et beaucoup plus on va travailler sur le référencement de nos produits, sur des dispositifs d'affiliation, etc. pour aller driver les gens par les produits qu'on a. Par le produit. Ouais. J'y reviens, mais c'est un peu ce qu'on a abordé comme sujet avec Smala. Okay. Si vous voulez aller écouter l'épisode, je vous donnerai le numéro en description. Mon équipe vous donnera le numéro en description. Mais comment est-ce qu'on va communiquer sur le produit versus la marque? Alors, rendre la seconde main accessible, c'est en octobre 2000. C'est l'épisode 186 avec Aude Vio, que je salue, si vous voulez aller écouter le sujet. Mais on avait abordé ça, comment driver du trafic par le produit versus la marque. Sans budget aussi. Et j'allais te poser la question, sans budget et sans acquise, est-ce que vous avez pas des passe-droits, mais peut-être des tarifs, des remises avec les GAFA? Parce qu'ils ont des budgets pour les assos. Ils ont, Google a notamment un programme for non-profit avec un système d'ad grants, donc c'est des bourses dans certains montants, je me souviens plus exactement. Enfin, c'est une bourse qu'on peut dépenser en Google Ads. Et le souci, c'est que du coup, on n'est pas priorisé par rapport aux autres. Et c'est extrêmement difficile de dépenser ces bourses, en fait. Donc, nous, on a en plus un compte Google Ads classique avec un tout petit budget. Pas priorisé parce que quand il faut afficher une pub, ils préfèrent afficher une pub de quelqu'un qui paye que de quelqu'un qui ne paye pas. Ou en tout cas, qui utilise le crédit d'une bourse. Okay, je comprends. Donc, c'est très cool. Parce que ça nous permet quand même de faire des choses. Mais déjà, trouver des agences ou des personnes qui savent travailler avec ces types de bourses, c'est pas facile. Qui ont envie aussi de se prendre la tête avec ce type de bourse, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de gérer un compte ad grants classique, un compte ad Google Ads classique, pardon. Donc ouais, non, ça c'est top, mais difficile. Et après, on a eu un peu de Facebook Ads, enfin Meta Ads aussi. À un moment, on avait eu quelques petites enveloppes comme ça. Sur Snapchat aussi, je crois qu'à un moment, on a eu une petite enveloppe, ce genre de choses. Donc parfois, on arrive à négocier des petits budgets. Est-ce qu'il y a un mouvement de mode? J'ai l'impression d'en entendre de plus en plus parler. On disait ça. Je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais on est accompagné aujourd'hui, vous ne le verrez pas sur les caméras, mais de Lucien, qui est en stage de découverte de seconde. Et du coup, on faisait une étude d'insight sur Emmaüs. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais, mais c'est assez empirique, c'est que j'avais l'impression que de plus en plus de personnes autour de moi allaient faire leurs emplettes chez Emmaüs. Parce que la seconde main, parce que l'économie circulaire, c'est important, parce que l'environnement, c'est important, évidemment, et qu'on trouve des choses de très bien. Est-ce que tu le sens de ton côté? Tu y es depuis 2019. Est-ce que tu vois une accélération sociétale?
Ouais, il y a eu une belle accélération quand même ces dernières années. Je pense qu'au moment du Covid aussi, ça a pas mal changé les mentalités sur le développement durable, comment est-ce que on a une consommation qui est un peu différente. Après, ça s'est un peu transformé avec les derniers épisodes d'inflation, où les gens sont plus près de leur budget, donc les grands principes sont un peu mis de côté. Il s'avère que la seconde main, en plus d'être bon pour la planète, c'est pas cher. Donc du coup, maintenant, la motivation première des gens, je pense que c'est beaucoup le prix. Le prix. Donc Ouais. c'est soit Temu, soit Emmaüs. Mais en même temps, ouais. Le Temu, c'est un vrai enjeu. Hein. Là, ces grosses machines de guerre qui débarquent, et ils ont des prix qui sont moins chers que la seconde main, quoi. Et les conditions enfin, on ne sait pas comment ils font déjà pour avoir des prix aussi bas, et les conditions dans lesquelles c'est produit, c'est catastrophique. D'un point de vue climatique, c'est horrible. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette histoire, mais ils ont des budgets pub, ils sont énormes, on voit que Je crois qu'on est entre 15 et 30 euros de coût d'acquisition par vente. Ouais. Pour vendre des trucs à 1,50 €, en vrai, leur modèle, c'est dur de comprendre comment ça marche, mais pas le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent en tout cas pour plus de régulation. Je pense à Yann Riveau-Allan, qui dirige la Fédération française de prêt-à-porter féminin, si je dis pas de bêtises, mais qui fait partie des gens qui ont réussi à faire passer une loi il y a quelques mois sur le sujet. Emmaüs a aussi pas mal milité pour ça, avec il y a un collectif maintenant de l'Union pour le réemploi solidaire qui existe, qui fait beaucoup de plaidoyer sur la régulation. Ok. Mon point était le suivant. L'acquisition n'est pas évidente. Vous avez fait plus de 100 000 ventes en 2023, avec presque 60% de nouveaux acheteurs, donc une belle conquête de clients. Mais du coup, un terreau fertile, entre 60 et 100 000 emails pour faire du CRM. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu en fais ? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'en faisait pas grand-chose. Les emails, on fait essentiellement des newsletters, ce genre de choses. On a des choses comme ça qui sont assez simples. On n'avait aucun parcours d'automation jusqu'à l'année dernière pour réactiver les gens. On faisait à peine de la relance panier. On travaille avec un outil qui s'appelle Mailchimp. Mais aujourd'hui, on a une base mail. En abonnés newsletter, on a 90 000 personnes plus chaque jour. Et Mailchimp nous paraît plus tellement adapté pour le volume de données qu'on lui demande de traiter. Et donc là, ça rame. Et donc là, il faut qu'on change d'outil. Et en ce moment, je n'ai plus de responsable communication et marketing. Donc elle arrive en août et on espère qu'elle va pouvoir nous aider à basculer sur un nouvel outil qui nous permettra de faire des vraies choses. Vous l'avez déjà choisi ? Non, on hésite. On nous a parlé de Klaviyo. On nous a dit que c'était très bien. Et après, en fait, pour une autre partie de notre activité, on utilise Salesforce, surtout pour la gestion des marchands, qui est une machine de guerre, grosse machine de guerre. Ouais. Enfin, machine de guerre, en tout cas, grosse machine, quoi. Ouais, qui a un programme pour les associations. Okay. Ouais. Mais sur la brique service, ça nous permet de gérer notre service après-vente et nos marchands. Mais aujourd'hui, on n'a pas la brique marketing. Et d'après ce que j'ai compris, si tu veux la brique marketing, déjà c'est extrêmement cher. Et ensuite, il faut une personne à temps plein juste pour comprendre comment ça marche. Donc voilà, autant dire que on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais ce sera le premier job de la personne qui arrive, c'est de trouver quel outil on fait. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Bah écoute, vous pourrez retrouver Iris évidemment sur LinkedIn si vous avez des questions. Nous, on a donc chez Cosa Vostra, on fait des strats CRM. Hein. On a 3 outils de prédilection en fonction des besoins, en fonction du budget, mais qui sont Chatvision, Splio et évidemment Klaviyo. Avec franchement des super outils tous les 3 qui en fonction des besoins sont plus ou moins adaptés, mais tu fais pas fausse route avec Klaviyo. Splio, c'est très bien aussi, nous on aime beaucoup, et ensuite c'est surtout des outils qui sont tellement intuitifs qu'une fois que le setup est fait, l'utilisateur final est totalement autonome évidemment dans la réalisation des automations, des scénarios d'automatisation ou des campagnes d'emailing promotionnelles. On l'a fait là récemment pour Corsica Ferry, ça marche vraiment super bien. Cool.
cool, on a fait le tour, en tout cas des principales questions que je voulais te poser sur la marketplace, mais pour clore un peu sur Emmaüs, sur Label Emmaüs, pardon. Donc c'est un adhérent comme les autres qui fait partie d'Emmaüs France, c'est ça ? Oui, qui adhère au mouvement Emmaüs. Au mouvement Emmaüs, ouais. Et du coup à Emmaüs France. Et donc il y a 2 autres projets, tu m'as parlé de la plateforme logistique et puis de l'école, je voulais creuser un peu sur l'école, c'est intéressant. Ouais, l'école c'est un projet qu'on a lancé en 2019. Vous avez tout fait en 2017 pour la marketplace, 2019 pour l'école, ok. Ouais, 2018 pour la plateforme. Il y a une époque où on lançait un projet par an. Okay. On s'est un peu calmé depuis. Et 2020, Covid, bon, voilà. Super projet. Et du coup, donc l'école, en 2019, on s'est dit, on forme des gens qui travaillent dans les structures au e-commerce, c'est chouette, mais on peut sans doute aller plus loin dans la formation. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir une formation. Et donc, cette formation, aujourd'hui, on en a 2. On a un petit SaaS de 2 semaines qui permet aux gens de découvrir l'univers du e-commerce et voir un peu quel métier il y a dedans, construire leur projet professionnel. Et puis, on a une formation qui est certifiante, qui amène un diplôme Bac+3 qui dure 6 mois, qui est une formation à concepteur designer UX/UI, qui est en fait un drôle de nom par rapport au contenu, qui pourrait être plutôt chef de projet digital, puisqu'il y a plein de compétences différentes. Et donc, ça s'adresse à des personnes qui ont un niveau bac ou infra-bac. Infra-bac ? Qui n'ont pas le bac. Je ne connaissais pas l'expression, ouais. Infra. Infra-bac. Infra avant, ok. Donc, ils ont un accompagnement, ils sont bien accompagnés pendant 6 mois, parce que du coup, c'est costaud, Bac+3 en 6 mois, faut s'accrocher. À la fin, ils passent devant un jury, ils présentent leur projet, et on a un très bon taux de réussite. Je crois qu'à la dernière session, il y a eu 100% des personnes qui ont fini le parcours, qui ont eu leur diplôme. C'est génial, je vois qu'il y a des intervenants qui viennent de Mano Mano, de PrestaShop, entre autres. Comment est-ce que tu rentres dans cette formation ? Elle est payante, elle est gratuite ? Non, elle est gratuite pour les bénéficiaires. Nous, on active des dispositifs de financement de formation professionnelle. Ouais. Mais du coup, non, pour les bénéficiaires, c'est gratuit. Ok. Et comment tu rentres ? Et comment tu rentres ? Tu postules sur le site. Et ensuite, tu es appelé par l'équipe pour poser quelques questions. Il n'y a pas tellement de prérequis à avoir. Il faut surtout être très motivé. C'est en physique. Aujourd'hui, c'est dans le 93. À partir de septembre, ce sera aussi à Marseille. Et l'objectif derrière, c'est d'en ouvrir une par an. On va aussi développer un parcours en alternance qui sera plus long. Mais parce qu'on sait que c'est aussi un enjeu. Faire 6 mois de formation, c'est aussi 6 mois où tu ne travailles pas. Et donc, pour certaines personnes, ça rend le truc moins accessible, parce que 6 mois sans revenu, c'est pas toujours facile. Mais en 6 mois, tu as un Bac+3. Mais en 6 mois, tu as un Bac+3. Donc, ça vaut le coup. Ok. Mais, avec déjà quelques belles histoires. Tu m'as dit que quelqu'un a fini chez PrestaShop. Mais il y en a plein d'autres. Je ne connais pas les parcours de tout le monde. C'est une formation où on a aussi accueilli des compagnies et compagnons. Donc des gens qui viennent des communautés, qui font la formation. On a aussi des salariés en insertion qui travaillent sur nos plateformes, qui ensuite ont décidé de faire la formation et qui depuis ont trouvé un job dans le digital. Et donc oui, il y a cette personne qui a fait son stage à la fin de sa formation chez PrestaShop et qui a été recrutée en CDI. Et donc les formateurs bénévoles, c'est aussi top parce que déjà, ils ont les informations les plus fraîches en termes de bonnes pratiques de métier. Ce pas des gens qui sont juste des théoriciens, ils ont la pratique au quotidien. Et puis, ça crée un pont vers ces différentes entreprises après pour les personnes formées, pour trouver un stage et puis trouver un emploi pour la suite. Merci infiniment. On touche au bout de cet entretien qui était passionnant. Si... Déjà toi, pardon, je me permets de regarder ton LinkedIn, Iris, mais de Corlieu, D-E plus loin, C-O-R-L-I-E-U, si vous voulez aller poser des questions à Iris. Celency, Rencontre Anarchie, Sessoun avant, et ensuite la Croix-Rouge, Label Emmaüs. Pourquoi ?
Question perso, si tu me permets. Hein. Ouais. J'avais toujours la volonté de travailler dans l'économie sociale et solidaire. Je crois profondément en l'humain et je crois qu'on peut inventer ensemble un monde meilleur. Et donc, je me suis dit que pour ça, il me fallait les codes. En gros, si tu veux faire les choses différemment, il faut comprendre les codes du monde conventionnel pour mieux pouvoir les détourner. Et donc, je suis rentrée un peu pirate. Je suis rentrée en école de commerce pour apprendre ces codes, pour derrière pouvoir les utiliser à des fins plus nobles selon moi, qui ne sont peut-être pas selon d'autres, mais plus nobles pour moi. Non, c'est beau. Et moi, qui écoute le panier, qui suis commerçant et commerçant retailer ou humain, qu'est-ce que je peux faire pour aider Emmaüs et le label Emmaüs ? Alors, pour aider Emmaüs, faut pas oublier le don. Le don d'objets, je parle pas le don d'argent. Donc, donner ce dont vous n'avez pas besoin, qui est en bon état. Ça, faut toujours y penser, c'est important, c'est ça qui permet de créer tous ces emplois pour ces personnes et d'accueillir tous ces gens. Pour Label Emmaüs, il y a plusieurs manières de s'engager avec nous. En tant qu'entreprise, il y a du bénévolat de compétences. On travaille avec parfois des cabinets de conseil, parfois des personnes indépendantes qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai envie de vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Donc ça, c'est toujours chouette. T'as besoin de quoi ? Est-ce que vous vendez sur Amazon ? T'as besoin d'acquise, j'ai compris. Gestion d'acquise, gestion de campagne, dis-moi. Il y a plein de gens qui écoutent le panier qui vont... Alors là, en ce moment, sur la marketplace, j'ai moins de besoins, mais faut pas hésiter à me contacter et je vous ferai une actualisation. Je sais pas où j'en serai le 18 juin. Sur l'école, on cherche toujours des bénévoles pour faire les formations. Donc si vous avez des compétences, sur le site, vous pouvez retrouver les différents topics des cours et vous inscrire. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont à Marseille, par exemple, on va avoir besoin de formateurs à Marseille à partir de fin septembre. Voilà, vous pouvez aussi devenir sociétaire de notre coopérative et prendre part au projet de cette manière-là. Vous pouvez être bénévole sur nos plateformes logistiques, on a des bénévoles aussi. Et puis vous pouvez devenir bénévole dans n'importe quel Emmaüs à côté de chez vous, sur l'activité vente en ligne ou sur l'activité conventionnelle. On a toujours besoin de nouveaux bénévoles chez Emmaüs, c'est quand même... Une grosse partie des gens qui sont chez nous, c'est des bénévoles aussi. Iris, merci infiniment pour ton temps, ta transparence et ta bienveillance. Vous retrouvez Iris de Corlieu sur LinkedIn. Iris, plus loin de DE, plus loin Corlieu, CORLIEU pour prendre contact. Et évidemment, allez faire un tour sur label-emmaüs, label-emmaüs.co pour aller chiner des produits sympas et leur donner une seconde vie. Merci à toi.